Salut les sportifs, c'est Sylvain et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 du podcast Dans les vestiaires. Dans les vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Aujourd'hui, notre cher ami Hermano, producteur et animateur de ce podcast, m'a laissé les rênes de cet épisode pour interviewer un invité très particulier. Qui cela peut-il ou elle être ? Allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et je vous laisse découvrir qui se cache de l'autre côté du micro. Coucou cher invité, et si tu me permets cette modeste introduction, je suis super heureux qu'Hermano m'ait fait l'honneur de te recevoir dans ce fantastique, ce merveilleux, cet extraordinaire podcast pour y recevoir ta divine parole de sportif. Mais alors, qui es-tu, cher invité ? Ouh là là, mais qu'est-ce que je suis impressionné. Merci pour tous ces superlatifs qui me vont droit au cœur. Eh bien, qui suis-je ? Je suis un papa de 40... Non, c'est pas ça que tu voulais entendre. Eh bien, écoute, je suis normalement l'hôte de ce podcast, à savoir Hermano. Mais aujourd'hui, je t'ai passé le micro puisque tu m'as soumis cette bonne idée pour pouvoir commencer la saison 2 du podcast, et bien d'en dire un petit peu plus sur moi. Alors Sylvain, merci pour cette invitation et je me plie à l'exercice et je suis un petit peu je dirais pas stressé mais inquiet. Quelle question vas-tu bien pouvoir me poser ? L'invitation qu'on s'est faite indirectement est réciproquement très agréable de mon côté également. Et je me suis permis de faire une introduction d'un docteur qui est en train de te suivre justement pour un projet dont on va parler aujourd'hui. J'espère que tu avais vu ce petit clin d'œil. Tout à fait. Tu t'es présenté très rapidement, mais bon, je voudrais savoir qui tu es en fait, ton histoire rapidement qui t'a amené à la création de ce podcast Dans les vestiaires, mais aussi à un projet dont on va parler aujourd'hui. Et aussi après ton approche, ta relation par rapport au sport, au monde du sport. Waouh. Il y a beaucoup de questions là. Je vais essayer de m'en souvenir de toutes. Déjà, je pense que je vais commencer par ma relation au sport. Alors écoute, c'est très marrant parce que fin décembre, Greg et moi, donc Greg qui est le cofondateur et le co-animateur avec moi du podcast de Nakan, avec D, L et E majuscules, donc le podcast des sportifs connectés, eh bien nous avons été invités par Nico du podcast Let's Trail et je trouve que nous avons eu une explication très claire et une présentation très claire de nous-mêmes. Et justement, j'étais revenu un petit peu sur mon rapport au sport et les valeurs au sport, les valeurs du sport que je défends. Mon rapport au sport finalement, il a commencé quand j'étais tout gamin, je vais avoir 6-7 ans. Et j'ai commencé par faire du judo. Alors au début parce que mon papa a fait beaucoup de judo, de sport de combat, de lutte quand il était jeune. Et puis c'était un sport qu'il affectionnait particulièrement. Et donc quand il s'agit de m'inscrire au sport, eh bien il m'a inscrit au judo. Et puis très rapidement, j'ai trouvé ça sympa, mais c'était plus la figure du père qui m'intriguait, et puis cette envie de l'enfant de ressembler, de dépasser le père. Et donc je me suis plu un petit peu dans le judo. Et puis très vite, ça a fini par tourner au judo garderie. Tu sais, c'est ce sport, notamment en France, parce qu'en France, il y a encore quelques années, oui, parce que je n'ai plus 20 ans, eh bien le mercredi, il n'y avait pas d'école dans quasiment toutes les académies. Et donc le mercredi, on faisait de la musique ou du sport. Moi, je faisais les deux, mais surtout le sport. En l'occurrence, le judo, c'était vraiment le sport garderie. Et puis, après, j'ai fait un petit peu de vélo, mais tout seul en fait, pas dans un club. J'allais un peu à la piscine, et un jour, un copain m'a dit tiens, regarde. Donc, on était à la piscine. Il a dit tiens, regarde, il y a une affiche pour un truc qui s'appelle le triathlon de Rouen. Ça aura lieu au mois de mai là. Ça te dirait pas qu'on regarde d'un peu plus près, puis qu'on le fasse tous les deux? Bon, au final, je l'ai fait tout seul parce qu'il m'a fait faux bond, mais moi je me suis plié au jeu et j'ai été piqué par le virus du triathlon. Et voilà, ma relation vraiment, j'ai envie de dire, au sport, une relation très forte au sport avec notamment beaucoup de plaisir dans la pratique, eh bien elle a commencé vers 16 ans quand j'ai découvert le triathlon. Est-ce que ça répond déjà à la partie de la question quelle est ma relation au sport? Oui, non, clairement. Et puis bon, après on voit un peu l'évolution justement puis l'affirmation de soi un petit peu de ce point de vue-là, sur partir sur un sport qui est différent de ce que les parents demandent. Et puis ouais, donc tu nous as fait de la phase 7 ans à 20 ans, donc de 20 ans à
un âge maintenant qui est de une quarantaine. Ouh. Ouais, bah normalement c'est aux femmes qu'on demande pas ni leur âge, ni leur taille, ni leur poids. Moi je suis pas trop pudique là-dessus, donc oui j'ai fêté mes 40 ans. Même, je peux même plus dire cette année parce que ça fait une semaine qu'on est l'année d'après, donc j'ai fêté mes 40 ans le 30 mars 2020. Voilà. Bah donc j'ai découvert le sport, comme je le disais, vraiment la relation très forte que j'ai avec le sport à 16 ans, avec le triathlon. J'ai pratiqué à un niveau à peu près correct d'amateur jusqu'à 21 ans. Après, je suis parti en Italie pour le travail. Là, j'ai découvert d'autres plaisirs que sont les soirées avec les copains et bien arrosées, et puis les bons repas italiens dont je suis originaire aussi, puisque je suis franco-italien. Et de là, j'ai un petit peu arrêté le sport pendant quelques années. J'ai vite repris, mais j'ai vite été rattrapé par des petits problèmes de santé, et du coup, je m'y suis très sérieusement remis, on va dire il y a 3-4 ans, avant d'enchaîner quelques chutes de vélo, et donc de laisser de côté le triathlon depuis quelques mois pour me concentrer sur d'autres sports. Donc un peu une évolution en dents de scie sur le triathlon. Ouais. Mais bon, enfin, je présume que c'est pas. Tu disais des petits problèmes de santé. Après, bon, il y a sûrement aussi un petit peu le développement personnel, peut-être développement familial, non, qui s'est incrusté dans ta vie, on va dire. Non, même pas, parce que écoute, je l'ai dit en introduction, hein, je suis papa de 4 enfants. Alors à l'heure actuelle, ils ont 22, 18, 11 et 5 mois. Et justement, quand Mauro est né, donc en 2009, c'était la phase où j'avais véritablement intensifié mes entraînements. Je devais me préparer pour mon premier Ironman. Et finalement, j'ai dû déclarer forfait une semaine avant la compétition, justement à cause de problèmes de santé, de problèmes de vue, pour être plus précis. Et après, il s'en est suivi depuis 2010 une longue traversée du désert avec la vue qui baissait énormément, le fait que je supportais plus les lunettes, que le travail ça commençait à devenir difficile, et puis recherche de médecins, de solutions. Parfois, j'ai pu croiser des médecins dans des hôpitaux qui m'avaient plus l'air d'être des charlatans qu'autre chose. Pour te donner un exemple, un médecin m'avait parlé d'un problème de vue. Bon, moi, qui suis-je pour remettre en question ce que certaines personnes ont fait des années, enfin ce que certaines personnes ont étudié pendant des années. Donc je me suis plié à son diagnostic, et puis on avait programmé une opération, et au moment du rendez-vous avec l'anesthésiste quelques jours avant, eh bien ce médecin-là n'était pas là, et donc j'ai été vu par son chef de service, qui a regardé, qui m'a dit bon, ouais, moi je valide pas trop ce que dit mon collègue, mais bon, il a dit qu'il allait vous ouvrir, donc on va regarder, puis on verra bien ce qu'on trouve. Voilà le genre de personne avec qui j'étais confronté. Et pourtant, c'était dans un hôpital très réputé. Voilà, donc c'est un petit peu difficile à encaisser d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique aussi, quand on voit que en 2010 j'avais atteint mon poids de forme, je m'éclatais comme un petit fou dans le sport, et puis l'arrêt brutal a fait que on commence à prendre un peu de poids, on voit la bedaine qui grossit, on passe la trentaine, on se dit mais merde, j'ai envie de courir, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de nager, mais quand je nage, je me tape les bords de la piscine, quand je fais du vélo, je peux pas faire du vélo tout seul parce que c'est trop dangereux. Donc voilà, beaucoup de remise en question, et puis finalement il y a 2 ans et demi, on a réussi à trouver une solution, et on a réussi surtout à adapter des lentilles qui me permettent de quasiment recouvrer la vue. D'accord. Donc ça montre quand même aussi une évolution. Tu as fait pas mal justement dans ton podcast, dans les vestiaires, quand tu interroges les athlètes, tu parles beaucoup de résilience et d'adaptation. Tu montres par là que t'y es passé également, quoi. Ça n'a pas été tout rose et violette. Écoute, j'ai pas été sportif de haut niveau, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé être. Après, oui, j'ai connu quelques galères, notamment de point de vue de santé, mais si tu veux, je pense que je suis beaucoup moins à plaindre, et j'ai traversé beaucoup moins d'épreuves que certaines personnes, et notamment vu qu'on parle de ce podcast dans les vestiaires, eh bien Thibaut Rigaudot qui a perdu la vue très jeune, et qui maintenant concourt en handisport, en déficient visuel. Voilà, ça c'est des gens qui ont vraiment galéré, qui ont vu leur capacité physique décroître. En même temps, je pense que c'est ça qui est bien aussi avec cette approche, c'est quand on interroge, on écoute des sportifs de haut niveau, on se différencie parce qu'on ne peut pas s'identifier. Là, ce que j'aime bien avec ton cas, justement, c'est que tout le monde, j'espère en tout cas que tous ceux qui écouteront le podcast pourront dire tiens, ça peut être mon cas. On a tous, en tant que sportif amateur, des années ou des moments difficiles à passer, que ce soit
pour différentes raisons et de voir comment on peut surmonter, même si c'est pas notre profession d'être athlète de haut niveau. Bon, bah, de toute façon, on doit jongler avec notre vie aussi et un petit processus d'identification qui est très intéressant de ce point de vue-là, quoi. À mon avis, tu parles à beaucoup de monde. Bah écoute, j'espère en tout cas. J'espère que je parle et que ce podcast parle aussi à beaucoup de monde. Donc, tu disais reprise du sport depuis 3-4 ans à peu près. Donc, je présume que ça a été et puis pour ce que j'ai pu en entendre, c'était basé sur le triathlon, mais depuis, ça a un petit peu évolué et cette évolution amène un projet qu'on va finalement discuter un petit peu maintenant, je présume. Donc, vite fait, au bout de ces 3-4 ans, quelle a été l'évolution et comment ça t'a amené à un projet? Donc, je te laisserai nommer le nom. Bah écoute, vite fait, j'ai toujours eu en moi depuis que j'ai découvert le triathlon, donc en 96, quand j'avais 16 ans, j'ai tout de suite regardé les origines de ce sport et j'ai tout de suite, je me suis tout de suite rendu compte que l'origine était liée à Hawaï, que le triathlon était né à Hawaï, non pas sur l'île de Kona comme là où ont lieu les championnats du monde actuellement, mais sur Oahu, je crois. Bref, sur une des îles de l'archipel hawaïen et maintenant depuis plus d'une trentaine d'années, eh bien les championnats du monde de la distance Ironman ont lieu à Hawaï tous les ans au mois d'octobre. C'est un peu la Mecque de tous les triathlètes qui se respectent, en tout cas des triathlètes longue distance. Et donc depuis que j'ai découvert le triathlon, j'ai toujours rêvé d'obtenir ma qualification pour pouvoir aller concourir à Hawaï. Donc quand j'ai pu reprendre le sport il y a 3 ans à peu près, et tout naturellement, je me suis remis en route pour reprendre le vélo, reprendre la natation sérieusement, reprendre la course à pied beaucoup plus régulièrement. Alors je peux pas dire que j'ai repris contact avec mon coach parce que on n'a jamais rompu le contact puisque c'est plus un ami qu'un entraîneur finalement je lui ai fait part de mes souhaits. C'était déjà lui qui m'avait accompagné en 2009 pour aller vers mon premier Ironman en 2010 et d'ailleurs il avait eu une approche très bienveillante. Je sais que t'aimes pas trop ce mot mais moi je l'apprécie particulièrement en me disant à l'époque écoute ok, il y a des possibilités que tu ailles à Hawaï en 2 ans, mais nous on va le planifier sur 5 ans parce qu'on sait jamais quelle galère peut arriver, on sait jamais quel problème peut subvenir et finalement il avait bien fait de me préparer quand même au pire puisque il s'est avéré qu'en 2010 j'ai même pas pu participer à mon premier Ironman. Et donc quand je l'ai recontacté il y a 3 ans, on a eu des discussions, il a eu la même approche et il m'a dit très clairement et on était alignés là-dessus. Eh bien, reprends doucement déjà pendant 6 mois, remets-toi dans le bain, recommence à courir, recommence à faire du vélo, recommence à nager, et puis on va voir un petit peu où t'en es à ce moment-là, et on commencera à travailler sur un plan d'entraînement. Donc c'est parti de là. J'ai commencé à vouloir atteindre un objectif sur marathon, et donc le marathon de Nice-Cannes en 2017, puis le marathon de Rotterdam en 2019. 2020, il y a rien eu comme compétition évidemment, mais si ça avait été le cas, 2020, je prévoyais de faire un premier demi Ironman en début d'année, et puis un premier Ironman. Mais pas que pour l'année 2020, de toute ma carrière entre guillemets sur la fin d'année. Voilà. Bon, ça n'a pas été le cas, d'autant plus que juin 2018, chute de vélo qui a entraîné une deuxième fracture de la clavicule, et juillet de cette année, autre chute de vélo, ou plutôt j'ai été renversé par un véhicule qui a entraîné une troisième fracture de la clavicule. Donc toujours au même endroit, enfin toujours la même clavicule qui a pas cassé au même endroit, mais toujours la même clavicule. Et donc mon épouse très aimante et très inquiète m'a demandé très gentiment de mettre un terme à mes velléités cyclistes, puisque on ne peut toujours pas concourir avec des petits trous sur le vélo, c'est pas encore autorisé en course officielle. J'ai toujours voulu quand même performer dans le sport, atteindre des objectifs qui m'étaient plus personnels que des objectifs de course officielle. Et puis cet été, une réflexion m'a amené vers le swimrun. D'ailleurs, avec l'ami Bertrand Soulier, on s'est retrouvé sur notre premier swimrun qui était à Saint-Victor-sur-Loire, donc à côté de Saint-Étienne, le swimrun des Gorges de la Loire, qui est juste un endroit magnifique. Alors non seulement pour cette course-là, mais aussi le lieu est vraiment magnifique, planté en plein milieu de la Loire, sépare les 2 départements de la Loire, c'est vraiment splendide. J'invite tous les auditeurs à aller faire un petit tour si vous connaissez pas. Et puis après avoir pratiqué ce swimrun, j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup accroché à la distance, à la discipline en elle-même. Et puis écoute, je sais pas exactement ce qui m'a amené là, mais
j'ai toujours voulu relever des défis. J'ai toujours voulu faire des choses que les autres n'avaient pas fait avant, faire les choses différemment, tout en rentrant un peu dans le moule. Pas forcément pour me faire remarquer, mais pour moi, en fait, pour avoir le plaisir de me dire, bah, voilà, je l'ai fait. Et puis, bah, je suis franco-italien, même si j'habite au Luxembourg. J'apprécie particulièrement la France. Je trouve que c'est un très beau pays, et j'aimerais le faire découvrir. Voilà un petit peu la genèse de l'idée d'un point de vue sportif. Je suis aussi très attaché à deux causes qui me font vibrer. C'est la protection des enfants et surtout la protection au niveau de la santé des enfants. J'ai un ami dont le fils a été touché par ce fléau qu'est le cancer et qui en est décédé. Je lui avais promis et je m'étais promis que le jour où j'atteindrai ma cause juste et noble, comme dit Stéphane Brognard, eh bien je le ferai pour son fils et pour tous les autres enfants comme son fils qui sont atteints du cancer. Bon, en plus, allez, on en est dans les confessions, voilà. Ma maman aussi a été emportée par le cancer il y a 4 ans, donc voilà, c'est quelque chose qui me touche. Donc je voudrais soutenir cette cause-là pour mon défi sportif et puis aussi l'environnement qui me touche de plus en plus, surtout que j'ai 4 enfants et j'aimerais pas leur laisser une planète bien dégueulasse et bien salopée par toutes les cochonneries et toutes les mauvaises actions qu'on aurait pu entreprendre, et donc je voudrais alerter sur les problèmes liés à l'environnement. Donc voilà pourquoi j'aimerais relever le défi sportif qui est de traverser la France en swimrun, tout en soutenant 2 causes caritatives que sont Imagine for Margot, qui est une association qui lutte contre le cancer des enfants, et une association qui défend l'environnement, plutôt qui alerte sur les problèmes qu'est en train de subir notre environnement. Voilà. Je pense que la plupart des personnes savent ce qu'est un triathlon, sûrement, enfin, si par rapport aux précédents épisodes de ton podcast ou autre. Mais quelle est la différence, je dirais, entre un triathlon et un swimrun? Alors déjà, le triathlon, c'est plusieurs disciplines dans une discipline. Déjà au sens des épreuves que l'on pratique, puisque le triathlon, comme son nom l'indique, c'est 3 sports, c'est natation, vélo, course à pied, donc 3 sports enchaînés. Mais aussi plusieurs disciplines dans le sens où c'est un sport qui se pratique sur plusieurs types de distances. La plus courte distance officielle étant le sprint, en tout cas pour les adultes. Et là, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, pour aller jusqu'au triathlon longue distance, voire le triathlon Ironman, pour rester dans les distances encore classiques. L'Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42,195 km de course à pied. Encore une fois, pour rester dans les distances classiques. Après, il y a les multiples d'Ironman qui vont du double jusqu'au 10, 20, 25, 30. Et puis, il y a même des gens qui se lancent des défis d'en faire 41 en 41 jours. Mais bon, on n'est pas sur de la distance classique. En tout cas, les championnats du monde de triathlon longue distance ont lieu sur la distance Ironman que je viens de vous citer. Ça, c'est pour le triathlon, et c'est 3 disciplines qui sont enchaînées l'une après l'autre, sans pause. Sur le swimrun, c'est un sport en fait qui enchaîne les sessions de course et de natation dans une seule et même épreuve, mais ce sont pas des distances normées. Déjà, ça s'explique par l'origine de l'épreuve en elle-même, qui est née en Suède et qui était un peu comme l'Ironman d'Hawaï, un défi lancé par quelques copains lors d'une soirée un petit peu trop arrosée, où ils se sont finalement dit que ils allaient rejoindre tous les restaurants et les bars de l'archipel en question en Suède à la nage et en courant. Et c'est comme ça qu'est né le swimrun d'Otilo, qui est le berceau de cette discipline. Donc les distances ne sont pas normées. Après, ça va des plus courts qui font quelques kilomètres, où on intègre un peu de natation et un peu de course à pied, avec des sessions régulières de mise à l'eau et de sortie en course à pied, jusqu'au plus long, et notamment Otilo, je crois qu'est l'un des plus longs, qui totalise 75 kilomètres. Donc c'est 65 de natation, 65 de course à pied et 10 de natation. Et la particularité du swimrun, s'il en fallait une autre, il y en a même 2 autres, c'est que c'est un sport qui se pratique en duo. Bon, mon défi, je le ferai en duo avec moi-même, donc tout seul. Et surtout, c'est un sport où on doit terminer avec le même matériel que celui qu'on avait au départ. Donc c'est pour ça que quand on regarde un swimrun, quand on regarde des photos, quand on assiste à une compétition, eh bien on voit des mecs qui courent avec une combinaison de néoprène et puis qui nagent avec des baskets. Bah oui, parce que on peut utiliser tout le matériel que l'on veut. À la limite, on pourrait même nager avec des palmes, mais par contre, il faut qu'on arrive
à courir aussi avec ses palmes. Alors pas courir avec les palmes au bout des pieds, hein. En théorie on pourrait les enlever et les prendre à la main, mais imagine courir 65 bornes si on prend Otilo avec une paire de palmes dans les mains et puis s'amuser à les mettre et à les enlever à chaque fois qu'il faut nager. Non, bon, c'est pas forcément pratique. Et puis la dernière particularité, c'est que comme c'est un sport qui se pratique en duo, eh bien c'est un sport normalement où l'on est accroché entre les deux coéquipiers. Donc pour respecter une distance maximum de quelques dizaines de mètres. D'accord. Voilà la différence entre le triathlon et le swimrun. Donc des différents segments de course à pied entrecoupés de natation. C'est ça. Je t'ai fait la version longue, hein. J'aurais pu faire la version courte, mais j'ai préféré m'étaler. Il n'y a pas de souci, on avait le temps. Donc tu nous as expliqué le projet de traverser la France en swimrun. Je sais pas si tu as donné le nom du projet. Ah non, j'ai pas donné le nom du projet. Le projet s'appellera Agrippa 2022 puisque je relèverai ce défi en mai 2022. Pourquoi Agrippa ? Eh ben parce que en discutant avec l'ami Greg Runner, qui est un trailer, influenceur dans le domaine de la course à pied, il m'a dit que c'est vrai que ce serait pas mal de donner une dimension historique à ce défi. Et comme dimension historique, écoute, j'ai trouvé que traverser la France en utilisant une voie romaine ancestrale pouvait être assez sympa. Et donc j'utiliserai la voie romaine Agrippa, alors presque toute la voie romaine, l'une des voies romaines Agrippa principales, parce que il y en a plusieurs en France, celle qui part de Cassel, donc un petit peu en dessous de Dunkerque, et qui va jusqu'à Arles, et de Arles qui va après jusqu'à Menton, donc à la frontière franco-italienne. Oh, voilà. D'accord, ça va être. Et ça représente combien de kilomètres à peu près ? Alors ça représente 1700 kilomètres en un mois, parce qu'on l'a pas dit. Donc ce qui fait 1658 pour l'instant avec le tracé initial qu'on a déjà fait en 30 jours, dont 3 jours de pause, donc 27 jours d'activité, et ça représente 61 kilomètres par jour. Pour vous donner une idée, si vous voyez pas trop, ça fait un marathon et demi par jour. Ça c'est sur la partie course à pied. Plus après on intégrera des sessions de 2 à 4 km de natation tous les jours, sachant que la partie natation, l'objectif ce sera de relever ce défi en mode swimrun, mais je chercherai pas forcément à avancer en natation. Donc les parties natation, elles se feront soit en piscine, soit en lac, soit en rivière. Si c'est de la rivière, tant mieux, ça me fera gagner 3-4 km de course à pied, mais l'objectif n'est pas forcément d'avancer sur la partie natation. L'objectif est surtout de courir et nager tous les jours et au maximum dans des zones naturelles, donc évitons les piscines, de manière à pouvoir alerter sur les bienfaits ou les méfaits de la dégradation de l'environnement. Donc tu m'as déjà en plus sucré quelques questions, puisque j'avais toute une liste de questions sur de la description du projet, les motivations, à qui ça profitera, mais tu as déjà expliqué tout ça. Personnellement, en fait, qu'est-ce que tu attends de ce projet ? Qu'est-ce que tu espères que ça te donnera comme enrichissement personnel, on va dire ? Écoute, comme enrichissement personnel, j'attends déjà, comme je te le disais, j'ai toujours voulu faire des choses que les autres ne font pas ou les faire différemment et relever des défis. Alors, j'en attends pas la reconnaissance éternelle, j'en attends pas d'avoir relevé gagner un quelconque record ou remporter une quelconque médaille. Non, j'en attends déjà de voir si je vais être capable d'aller jusqu'au bout, parce que et plus j'en parle à des amis, à des connaissances, et plus gens me disent. Au début, on me disait ouais, sympa, beau défi. Et puis j'ai encore eu le cas aujourd'hui avec quelqu'un avec qui j'en parle depuis 3 mois, qui me dit mais attends, mais je viens de réaliser, tu vas courir 1 marathon et demi par jour, mais t'es complètement taré. Alors moi ça me fait pas forcément peur. Mais je me dis que effectivement courir 1 marathon et demi par jour pendant 27 jours, c'est assez impressionnant. Et j'ai toujours regardé en fait les grands sportifs, les grands explorateurs, les grands aventuriers avec des yeux de gamin. Et je sais pas si ça s'entend dans mon podcast quand j'interviewe tous ces grands noms, mais c'est vraiment des gens que même si je les découvre pour la première fois, qui me rendent heureux, qui me rendent fou de joie, et je me dis que si j'arrive à me prouver à moi-même et à prouver aux autres que je peux le faire, ça veut dire que n'importe qui peut le faire, et si n'importe qui peut le faire, c'est peut-être aussi le moyen de montrer que à force d'obstination, de résilience et puis d'entraînement, de travail, on arrive à déplacer des montagnes. Après, il faut peut-être aussi préciser que tu vas courir 1 marathon et demi par jour, mais bon, tu viseras pas de faire un marathon en 4 heures chaque jour non plus, quoi. C'est pas. Non,
sur la journée. Il faut quand même aussi un peu pas relativiser, mais faire peut-être moins peur aux gens de ce point de vue-là. C'est ça, à c'est mon ça. avis, là. Même malgré tout, ça retire pas du tout l'exploit de les parcourir. Je m'attends pas à ce que tu fasses en tout cas du 4 heures, 3h30 par jour. Non, c'est pas en distance. l'objectif. Soyons clairs, ce n'est pas l'objectif. Là, des discussions que l'on a avec les deux entraîneurs qui vont me préparer à ça, on est plutôt sur des allures de 6,15, 6,30 au kilomètre, donc autour de 10 km/h. Donc voilà, pour courir 61 km, on n'est pas sur du 4 heures au marathon, pas du tout. Comment tu envisages justement tout ce qui est niveau alimentation et boissons courant? Il y aura peut-être quelqu'un qui t'accompagnera ou ça sera par étapes? Si ce n'est les étapes, les endroits où je m'arrêterai le soir et d'où je repartirai le lendemain, parce que l'objectif c'est pas de faire ça par étapes comme sur le Tour de France où où les coureurs se déplacent de ville en ville d'un jour à l'autre. L'objectif c'est de tout parcourir d'une traite en fait. Donc il y aura pas véritablement d'étapes si ce n'est ces points d'arrêt du soir, mais dans la journée, en fait, Paul Sardin qui est la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est l'entraîneur et l'ami qui m'accompagne depuis des années, va lui m'accompagner en vélo tous les jours. Et donc il sera là pour faire office de ravitailleur. Il prendra les bidons, les bouteilles d'eau, tout ce dont j'aurai besoin. Donc ça c'est sur la partie logistique du ravitaillement. On va voir un petit peu comment structurer tout ça, mais ce qu'on voudrait c'est avoir une personne qui conduira un camping-car et qui nous permettra le matin on part et on lui dit écoute, rendez-vous dans 25 km à tel endroit, environ telle heure, et puis on recharge l'eau, on recharge la nourriture, etc. Et puis le camping-car permettrait aussi de dormir le soir si jamais on n'arrive pas à avoir une étape dans un hôtel, dans un Airbnb, chez l'habitant ou autre. Et puis sur la partie alimentation pure, c'est quelque chose qu'on est justement en train de mettre en place avec le docteur Denis Boucher, à qui tu as repris une partie de l'introduction au début de ce podcast. C'est lui qui va m'accompagner sur la partie préparation physique, donc en collaboration avec Paul Sardin, sur la préparation mentale et sur la préparation nutritionnelle. Pour finir, tu vas quand même compléter une sorte de triathlon puisque ton entraîneur sera en vélo, donc tu as quand même la partie vélo dans ton projet, on voit. Ouais, on peut dire qu'à deux, on fera un triathlon, effectivement. Au niveau financement du projet, est-ce qu'il faut que est-ce qu'il y a vraiment des fonds à lever? Est-ce que tu as déjà une idée un peu de ce point de vue-là? Regarder des sponsors sûrement? Alors écoute, dans ma tête, l'idée est assez claire. J'aimerais vraiment profiter de ce défi. Enfin, profiter. J'aimerais utiliser aussi ce défi pour enclencher un peu un changement de vie. À la manière de ce qu'a fait notre grand hamster en chef, notre ami Bertrand Soulier, j'aimerais m'orienter sur une vie constituée de ce type de défi et donc de tout ce qu'il pourrait y avoir autour. Création de contenu, évidemment, il y aura un podcast, très certainement des vidéos. J'aimerais intervenir aussi en entreprise, dans les écoles, pour pouvoir alerter sur les deux causes que je veux défendre. Donc tout ça, ça se monétise. Ça va permettre de financer le projet, puisque dans la partie financement du projet, il y a toute la partie logistique qu'il faut financer. Je l'ai dit tout à l'heure, on aurait besoin d'un camping-car, par exemple. Donc il va falloir acheter ou louer un camping-car, va falloir bêtement acheter la nourriture, parce que un mois de sport, alors si on compte déjà rien que moi, mais un mois de sport à consommer 4 ou 5 000 calories par jour, il va falloir compenser avec de la nourriture. Je me suis inscrit dans une démarche de végétarienne depuis plus d'1 an, donc ça veut dire compenser avec la nourriture d'une certaine qualité, une certaine quantité, donc tout ça, ça a un coût, bien évidemment. Et il va y avoir aussi d'autres parties logistiques que sont bêtement l'hébergement. C'est des choses qui sont pas données. Et puis vu l'ampleur du défi, si je devais réduire mes heures de travail actuelles, puisque le podcast c'est une passion, mais ce n'est pas ce qui paye mes factures à la fin du mois, il faudrait aussi rentrer dans cette partie financement. Donc oui, la partie financement, on est en train de la construire justement avec Paul Sardin. On est en train de regarder quels vont être les besoins minimums, les besoins
qui permettrait de faire le défi au mieux sans trop serrer la ceinture, et puis ce qui serait Byzance, c'est-à-dire je sais pas, des sponsors qui décident de m'accompagner, de filer plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je rêve, je sais, mais écoute, la vie est faite de rêves parfois, et ce qui permettrait de changer de vie déjà de façon anticipée. Tu parles d'un changement de vie, tu t'attends à peut-être des changements au niveau d'un balancement entre ta vie personnelle, familiale, professionnelle, ou ça c'est déjà plus ou moins en place? Quels sont les possibles changements, ou en tout cas les adaptations de ce point de vue? Comme je le disais, ce qui va certainement être nécessaire très rapidement, ça va être de diminuer mes heures au niveau professionnel, et donc c'est trouver le juste milieu entre accorder du temps à l'entraînement, accorder du temps à la préparation logistique et autres du projet, accorder du temps à la création de contenu relative à ce projet, accorder du temps à la création des autres contenus que je peux faire actuellement, et puis bien entendu la famille aussi. Et le boulot. Et de ce point de vue-là, au niveau soutien, je suis sûr que la famille est derrière, les amis, tu parlais justement du docteur. Est-ce que, je sais pas, il y a un mentor aussi peut-être, ou tu en cherches peut-être d'un mentor, quelqu'un qui peut apporter son expérience, et peut-être une communauté qui est déjà là ou que tu penses à construire? Parce que c'est tout une motivation derrière. Alors la communauté que j'aimerais, que je pense, que je voudrais, que j'imaginerais construire, oui, j'ai déjà pris beaucoup de retard parce que ça fait plus de 3 mois que ce projet est sur les rails en fait, et j'ai l'impression que j'aurais déjà dû commencer à construire tout ça bien plus tôt. Mais j'ai pas toutes les cartes en main pour le faire. Je sais pas faire. Il faut que j'apprenne. Il faut que je me fasse accompagner. Alors, j'ai parlé de Bertrand tout à l'heure. Évidemment, Bertrand Soulier est quelqu'un qui m'inspire beaucoup depuis quelque temps, et vers qui je vais me tourner pour avoir plus de précision, et pour gagner en compétences, pour pouvoir créer cette communauté au mieux, pour pouvoir l'activer, pour pouvoir lui donner envie, en espérant que cette communauté relaye au maximum, et puis que la communauté grossisse. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, c'était quoi l'autre partie de ta question? Je pense qu'on était vraiment sur la communauté à construire. Tu as parlé du mentor. Et puis, niveau familial, au niveau les amis, en fait, peut-être je crois que je mets en fait une petite question dedans que je n'avais pas posée, c'est est-ce qu'il y a une partie de délégation en fait aussi? Est-ce que tu arrives à déléguer peut-être des choses dans tes soutiens? J'ai beaucoup de mal à déléguer, hein. Déjà, tu es un privilégié de pouvoir m'aider sur le podcast. Non, mais sérieusement, j'ai beaucoup de mal à déléguer, mais on s'est très bien trouvés tous les deux. Je te remercie, Sylvain, pour toute l'aide que tu m'apportes. Bien sûr, il va falloir déléguer parce que les journées font que 24 heures, et puis elles sont déjà bien chargées. Donc si on rajoute en plus la préparation de ce projet et l'entraînement, ça va vite tourner au fiasco. Donc oui, il va falloir déléguer. Et il va falloir déléguer sur tous les points, sur le point logistique, sur le point de la création, de l'animation de la communauté, sur tout ce qui pourrait suivre autour de ce projet-là. Et puis tout en continuant à essayer de prendre du plaisir, surtout, pour pouvoir le transmettre et intéresser toutes les personnes qui feront partie de cette communauté. Et peut-être faire un rapprochement avec ton podcast Dans les vestiaires, qu'est-ce que t'as apporté peut-être la production de ce podcast dans la venue de ce projet? Je sais pas si t'as appris des choses au niveau de la part des athlètes, au niveau de leur gestion, peut-être du temps, leurs responsabilités, les rapports humains qu'ils développent, ou peut-être des recommandations de leur part, des approches, des idées qu'ils ont eues. Est-ce qu'il y a eu des moments où peut-être des choses, des discussions après podcast dont on n'est pas au courant, peut-être qui t'ont peut-être alimenté? Alors, dès que l'idée s'est concrétisée de ce projet, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé chacun des invités que j'avais eu jusqu'à présent. Je leur ai tous présenté ce projet et je leur ai tous demandé déjà ce qu'ils en pensaient, et puis quelle serait leur approche, qu'est-ce qu'ils feraient, comment ils feraient s'ils devaient relever un tel défi. Parce que on va pas se mentir, hein, je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast Dans les vestiaires. C'était à la base, c'est parti d'une discussion avec une des cousines de mon épouse qui est sportive de haut niveau et qui avait beaucoup de problèmes à se financer pour pouvoir se qualifier pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je savais à quel point c'était difficile d'être sportif de haut niveau, surtout d'un point de vue financier, que
que il y a que les meilleurs, il y a que les plus grands, il y a que ceux qui sont nés sous une bonne étoile qui arrivent à financer leur projet et à en vivre très bien. On prend un Teddy Riner, on prend un Tony Parker, on prend certains athlètes dans d'autres sports qui en vivent très bien, mais c'est qu'une poignée parmi toute la masse de toutes les sportives et tous les sportifs. Et donc je voulais donner la parole à tous ces gens-là. Et dans toutes ces personnes que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, quel que soit leur niveau, du plus jeune qui devait avoir 22 ans, je crois, oui, puisqu'il a l'âge de mon fils, jusque plus âgé, c'est pas tellement plus âgé, mais jusqu'aux personnes les plus sages, on va dire, par exemple un Pierre Frolat qui a la cinquantaine bien tassée, eh bien, ils ont tous eu à relever à un moment ou à un autre un ou des grands défis dans leur vie par rapport à leur sport. Et donc, j'ai été chercher conseil auprès d'eux. Ça, c'était quand j'ai finalisé, quand j'ai eu une vue finale sur mon projet, et puis tous les invités que j'ai eu après, et je pense que tu peux en témoigner, et bien à la fin, en off du podcast, je leur pose la question et je leur demande ce qu'ils en ont pensé, ce qu'ils en pensent et comment est-ce que eux ils agiraient. Et donc ça me permet d'aller à la pêche aux informations, ça permet de peaufiner mon projet, ça me permet de éventuellement d'éviter quelques écueils que eux ont rencontrés ou auraient pu rencontrer. Ça me permet d'avoir des bons tuyaux, je pense notamment à quelques échanges que j'ai eus avec Steven Le Yarrick, que nous ne dévoilerons pas ici, mais qui m'ont permis de savoir tiens, comment réagir si je devais aller voir tel type ou tel autre type de personne. Voilà, c'est de l'auto-formation, c'est beaucoup d'échanges, de partage, et c'est que du bonheur en fait. Non, ça se ressent dans chaque épisode, ça c'est clair que on ressent une excitation à chaque fois. Ouais, il y a de la bonne humeur et il y a de la bonne envie là derrière. Et donc là actuellement, enfin tu nous as décrit le projet, la vision future. Là dans les prochains mois ou peut-être dans les 3 prochains mois en fait, quelles sont les étapes, quelles sont les choses à faire? Qu'est-ce que tu as dans ton planning là-dessus sur ce projet? Alors écoute, dans les premières choses que l'on a à faire, avec Paul Sardin, alors en phase Covid c'est un peu compliqué, mais donc avec Paul qui va m'accompagner sur la partie préparation physique en collaboration avec Denis Boucher, on doit se voir dans la mesure du possible, et puis jouer à cet exercice du brainstorming, poser quelque part sur un papier, poser toutes les idées qui nous viennent en tête à propos de ce projet, que ce soit sur la partie logistique, préparation, alimentation, problèmes d'organisation, les vacances, enfin voilà. On va se faire une bonne grosse séance de brainstorming, on va jeter tout ça quelque part, on va laisser reposer, on va mettre ça au four et puis on va ressortir le gâteau pour voir ce que ça donne. Non mais plus sérieusement, on va faire une bonne séance de brainstorming sur tous ces sujets-là et pour voir comment on répond aux questions qui se sont posées pour pouvoir avancer sur la création de ce défi et sur l'atteinte de l'objectif en tout cas. Ça c'est la première étape sur la partie plus organisationnelle du projet. Sur la partie préparation physique, ce qui est déjà sûr, c'est que dans une petite dizaine de jours, on va faire un test de 30 minutes qui sera d'abord 15 minutes d'endurance vraiment très fondamentale, donc très très lent, pour pouvoir mettre la machine en route, pour pouvoir chauffer, pour pouvoir voir de façon encore plus précise en conditions réelles, parce que j'ai déjà fait un test en laboratoire avec spirométrie, mais là on veut voir en conditions réelles, avec du vent, de la pluie, du froid, puisque ce sera mi-janvier. Donc 15 minutes d'échauffement pour voir comment le corps réagit, et à l'issue de ces 15 minutes, eh bien enchaîner sur 15 minutes à bloc. L'objectif, c'est un peu comme un Cooper, c'est d'aller le plus vite possible, enfin d'aller le plus loin possible en 15 minutes. Voilà, ça nous donnera aussi en mettant en perspective le test en labo avec spirométrie, des indications sur où j'en suis physiquement et comment est-ce qu'on va préparer la suite, comment est-ce qu'on va continuer l'entraînement. Pour l'instant, c'est moi qui fixe mes entraînements, c'est beaucoup de feeling, mais une fois qu'on aura fait ce test-là, ça permettra aussi de poser tout ça sur papier et de structurer les entraînements à venir. Prochain milestone aussi, sur fin janvier, un premier, entre guillemets, test event, où Paul va m'accompagner, lui, en vélo, sur une sortie d'une 60aine de kilomètres, pour voir déjà ce que ça représente de courir 60 kilomètres d'une traite. Alors, ça va être une longue journée, mais et ce sera que une et pas 27 ou 30, mais ça me permettra déjà à
14 mois de l'objectif, de voir à quoi ça ressemble, de savoir à quoi m'en tenir. Est-ce que j'arriverai à marcher le lendemain? Est-ce que je vais marcher en canard pendant 3 jours? Est-ce que je vais me mettre en télétravail parce que j'arriverai plus à me lever de mon lit ou de ma chaise? Enfin voilà, on va voir un petit peu tout ça. Et puis je connais Paul. Je pense que l'objectif aussi, c'est de me rassurer, de me dire tu vois, tu l'as fait. Donc si tu l'as fait une fois, on va le faire une deuxième, puis une troisième, et puis après on va faire 4 jours d'affilée, et puis après pour ton défi, ce sera nickel. Voilà. Donc ça, c'est les objectifs d'un point de vue sportif, préparation physique. Petite interruption, mais il faut peut-être préciser, je pense que tu n'as pas l'idée ou l'objectif, en tout cas, de faire une journée au repos durant ton défi. Tu as l'objectif de tout faire d'une traite, de faire à peu près 30 jours la traversée de la France, c'est correct? C'est ce sur quoi j'étais parti au début, et puis finalement Paul et Denis ont échangé un peu, et il apparaît plus sérieux, plus sécuritaire de partir sur 30 jours mais avec 27 jours d'effort, donc avec 3 jours de pause qui seront placés pas de manière égale, mais qui vont pouvoir diviser les sections de façon décroissante. Donc d'abord 9 jours d'effort, une journée de pause, puis 7 jours d'effort, une journée de pause, et puis le reste. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir capitaliser sur le fait que psychologiquement, je sais que j'ai 9 jours, sur la première partie en tout cas, et après j'ai une pause. Voilà. Donc même si c'est dur au deuxième jour, il en restera plus que 7, plus le jour que je suis en train de courir. Voilà. Ça, c'est sur l'aspect préparation mentale, on va dire. Et puis, même si je pars pas dans l'idée du tout que ce soit dur ou que j'abandonne, mais il faut pouvoir toujours se préparer au pire. Sur la partie, préparation nutritionnelle, avec Denis, depuis le mois de novembre, je commence déjà à tenir un journal alimentaire. Alors je dois bien le dire, c'est un exercice qui est très compliqué. Très compliqué parce que m'étant inscrit dans cette démarche végétarienne, je mange très peu de plats préparés. Avec le Covid, on n'a pas beaucoup d'interactions sociales, on va pas beaucoup chez les gens, donc ça simplifie un peu les choses. Pas beaucoup chez les gens, pas beaucoup de restos, mais malgré tout, ça veut dire qu'il faut peser tout ce qu'on fait. Quand on prépare des plats, c'est pas pareil de manger un oignon ou de faire frire un oignon, tu vois. Et donc, faut peser, faut décrire, faut calculer le nombre de calories, etc. Et ça, c'est la partie vraiment difficile. Et pour revenir sur ce que me disait Denis, ça va être dur pendant 2 mois. Mais lui conseille même de limiter l'entraînement, si c'est une question de temps aussi, pour pouvoir consacrer ce temps que je ne mets pas dans l'entraînement à la préparation et à la quantification de mes repas, de manière à avoir un apport énergétique qui soit le plus correct, le plus en adéquation avec les attentes de mon corps, plutôt que de faire ça au feeling. Ah ouais, je pense que ça c'est un gros boom, parce qu'on a tous tendance à, en tout cas, je parle pas niveau professionnel parce que j'en suis pas à un niveau professionnel non plus, mais en tout cas en tant qu'amateur, on a tous tendance à dire vaut mieux privilégier l'entraînement et le reste suivra. Et là, non, tu nous dis non, l'alimentation d'abord et l'entraînement, voilà quoi. C'est un peu de rejoindre alimentation, sommeil et entraînement après. Voilà. Et donc on revient sur la technique SAM de notre ami Bertrand Soulier. D'accord. Donc 2 mois un peu difficiles pour une sorte de routine à établir sur l'aspect diététique. Bon, et vu qu'on en est aux confessions, je dois bien dire que sur la période Noël et jour de l'an, avec mon papa qui était là, qui cuisine, je sais jamais ce qu'il met dans les assiettes, pour l'instant, c'était un peu difficile. Ouais, ça fait partie aussi des fêtes de fin d'année. T'en auras encore une qui viendra dans un an, donc tu auras l'occasion de voir. Mais bon, tu auras déjà pris une autre routine de ce point de vue-là. J'aurais eu l'occasion de préparer surtout ma famille au fait que je vais être un psychorigide sur mon alimentation. Donc il y a pas mal de choses à documenter, en tout cas. Niveau projet de ton côté, c'est clair que il y a une bonne documentation à retenir, que ça soit, je sais pas, en écrit, de manière verbale ou autre. Et puis ça peut être justement utilisable, que ça soit comme tu disais en conférence ou peut-être livre, on va savoir, ou autre média. Mais en tout cas, il faut que tu nous tiennes au courant. Et c'est un peu le but de cet épisode-là, c'était d'instaurer. Et je sais pas si tu prévois en tant que producteur de ce podcast, peut-être, en tout cas, je suis sur une deuxième session en fin d'année, mais peut-être des mises à jour durant l'année. À voir. Écoute,
On verra. Ce qui est certain, c'est que bien Denis a non pas un podcast, mais une plateforme de vidéo qui renseigne un petit peu sur son métier de préparateur physique, de nutritionniste, de docteur en médecine expérimentale, comme ça s'appelle au Canada. Et il m'a proposé de faire justement des points d'étape en vidéo comme ça en conférence Zoom régulièrement. Donc régulièrement, j'irai aussi parler à Denis et on peut retrouver ça sur denisboucher.com dans les vidéos du site. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas couvert en tant que question? J'arrive sur la fin des questions, en tout cas sur le projet. Je ne sais pas si tu as peut-être d'autres pensées à non, écoute, sur le projet, je pense qu'on a déjà fait un beau tour. Comme tu me posais la question tout à l'heure, moi je voudrais revenir sur l'importance de la communauté parce que la communauté va être extrêmement importante dans ce projet-là. Non seulement, alors pas tellement pour me motiver puisque j'ai hâte d'y être, je ronge mon frein, mais surtout, elle va être importante pour toutes les interactions qu'on pourra avoir et puis sur la partie relais de l'information de manière à pouvoir éventuellement avancer sur la levée de fonds qui va être nécessaire pour pouvoir mener à bien ce projet. Levée de fonds qui va pas me servir à me payer une belle baraque, une belle voiture et à profiter de la vie. Ça va me permettre aussi et surtout, comme je m'y suis engagé, à reverser 10% du montant du budget que j'estime à chacune des 2 associations que je soutenir. Donc voilà, c'est pas j'estime qu'il y a un budget de 100 000 et je lève 20 000 et je reverse 4 000. Non, c'est si j'estime qu'il y a un budget de 100 000, je m'engage à reverser 20 000. Donc, il va falloir que j'en trouve du pognon. Et tu parles d'un budget. Tu as déjà une idée du budget ou c'est encore Non, il est encore en construction parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses que j'attends encore par rapport aux différentes demandes que j'ai lancées. Donc, pour l'instant, il est encore en construction. Et parlant de communauté, je pense que ça pourrait peut-être aussi solutionner un problème de l'habitat, enfin des fois des problèmes concernant l'habitat, peut-être tu trouveras des personnes qui pourront offrir peut-être leur maison pour la soirée ou enfin, en tout cas une chambre. Et puis peut-être, je sais pas si tu es ouvert aussi à ce que les personnes de la communauté viennent courir avec toi pour ne serait-ce que sur une journée. Moi, je suis toujours ouvert. J'estime que le sport, même si c'est des sports individuels, ça se pratique toujours mieux en groupe. Donc oui, je suis toujours ouvert à ça. Après, il faudra, et je communiquerai là-dessus, que la communauté soit alerte sur le fait que c'est un défi que je cherche à relever. Et donc, je serai toujours très heureux d'avoir quelqu'un à mes côtés, mais que je voudrais surtout pas mettre en danger la réussite du projet parce que on va courir trop vite, parce que on va faire un écart, parce que on va discuter, parce que voilà. L'objectif principal, c'est le projet. Donc je serai toujours très heureux d'avoir des gens qui m'accompagnent, mais que si c'est trop fort, si c'est trop vite, si c'est trop rapide, si c'est trop dur, si c'est pas la route que je me suis fixée, eh bien je déclinerai. Tu sais, j'ai toujours en tête depuis que je l'ai vu quand j'étais gamin, le film Forrest Gump. J'allais justement faire la référence. Voilà. Je le vois, ouais. Alors déjà le cours Forrest court, moi je vois très bien court Mano court, ou plutôt court le gros Mano court. Et puis oui, Forrest il a eu envie de courir, il a couru un jour et puis il s'est arrêté. Je crois que c'est 3 mois après dans le film. Et puis les gens qui avaient envie de venir courir avec lui, ils couraient avec lui. Sauf que lui il était focus sur son truc quoi. Il voulait juste courir, il voulait pas discuter, il voulait pas manger, il voulait pas se faire des copains ou des copines, il voulait courir. Voilà. Et donc, je serai dans cette dynamique-là. Je relève mon défi. Si tu veux m'accompagner, viens. Mais c'est tout. On va pas boire le thé. Et on t'offre la boîte de chocolat à la fin du périple. Ouais, parce que la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais sur quoi on va tomber. Ok. Je pense que je vais terminer peut-être sur les petites questions que j'aime bien poser justement à tes invités généralement. On en sélectionne que 2. Une qui est j'aimais bien, si tu pouvais réécrire un chapitre du livre de ta vie, quel serait ce chapitre et en quoi le modifierais-tu? Je peux pas dire que j'ai des regrets, mais il y a tellement de choses que je réécrirais. Je pense par exemple, tu vois,
au moment où des gens qui nous sont chers nous ont quittés, mais on n'a pas la main pour ça. Donc, écoute, on va choisir un autre chapitre. Non, il y a une chose que j'aimerais changer, c'est quand j'avais 16 ans et que j'ai demandé à mes parents pour pouvoir intégrer un sport-études triathlon où j'avais été accepté. Alors j'avais 17 ans parce que j'ai découvert le triathlon à 16 ans, donc c'était à 17 ans. J'avais été accepté sur dossier scolaire et sur dossier sportif, ce qui était plutôt un exploit parce que j'avais pas de grand fait d'armes dans le triathlon, je venais de découvrir ça. Et ma maman m'a dit que elle était juste pas d'accord en fait, qu'elle voulait pas que je quitte la maison parce que 17 ans c'était trop tôt. Et ce que j'aurais voulu réécrire, c'est le fait de me dire, bah non, j'aurais dû insister en fait. J'aurais dû insister parce qu'à ce moment-là, j'ai pas été résilient, je me suis pas battu pour mes idées et même encore maintenant, donc 23 ans après, je me dis que c'était pas des idées folles, c'était juste l'envie de vivre quelque chose, de faire du sport. Je vais pas demander pour boire une bière, fumer des clopes ou aller faire la bringue avec des copains. J'avais juste demandé d'intégrer un sport-études triathlon qui plus est était encadré et j'aurais dû me battre pour ça. D'accord. Et sinon, une question qui est un peu plus récente, ou je dirais peut-être, quels sont tes deux plus beaux souvenirs de l'année 2020? Je suis sûr qu'il y en a un que tu me diras facilement, donc pour ça je t'en mets deux. Bah écoute, le premier, c'est la naissance de mon petit Elio, le petit dernier qui a 5 mois, qui a eu 5 mois il y a quelques jours. Donc ça c'est le plus beau souvenir de l'année 2020, hein, mais pas le plus beau souvenir de ma vie parce que c'est le 4e. Donc déjà il y en a eu 4 plus le mariage. Un deuxième, bah je dirais le moment où finalement ce projet Agrippa s'est présenté à moi en fait. Je saurais même pas te dire d'où vient la genèse véritablement de ce projet-là, mais ça m'a fait. C'est un peu comme si je m'étais levé un matin et je me suis dit tiens, j'ai une idée. Et là j'en ai parlé à Greg Runner, comme je disais tout à l'heure, parce qu'à la base je voyais quand même quelque chose de beaucoup plus gros encore, beaucoup plus long, beaucoup plus long en termes de distance et de temps. Et puis après en avoir parlé avec Greg, je suis revenu sur des choses un peu plus modestes. Et voilà, donc c'est un projet qui s'est construit comme ça. Un réveil un matin ou une idée qui m'a traversé l'esprit, et puis en avoir parlé avec Greg. Et ouais, ce deuxième meilleur moment finalement c'est ça, c'est quand j'ai raccroché avec Greg et que j'ai réfléchi à nouveau au projet et que je l'ai construit tel qu'il prend forme maintenant. D'accord. C'est intéressant le sentiment en fait, t'es resté sur une émotion. Enfin, même en même temps les deux sont des émotions fortes en fait. C'est ça. J'espère que mes proches et la famille n'écouteront pas cet épisode parce que sinon ils vont peut-être être déçus que je les ai pas cités, mais voilà, c'est ce que je retiens de 2020. Tu es parti avec la première était justement ta famille, donc c'était, et puis comme tu disais, c'était fixé sur l'année 2020 aussi, c'était pas comme tu disais sur ta vie. Au niveau, tu disais, on parlait souvenirs, 2020 pour beaucoup de monde a été vu comme une année où un peu en stand-by ou arrêt, annulation de projets. Toi justement c'est plutôt le contraire, tu as mis en place un projet, mais je dirais quelle était la plus belle réussite ou ta réussite de l'année 2020? Bah finalement le premier confinement parce que on l'a assez bien vécu en famille, on l'a assez bien traversé. Alors la deuxième partie de la pandémie c'était moins sympa je trouve, mais le premier confinement je trouve que on l'a assez bien vécu, on s'est beaucoup rapproché encore, même si on est très fusionnel avec mon épouse et les enfants. Donc ouais, c'est ça c'est peut-être ça la plus belle réussite de 2020, d'avoir réussi à maintenir, conserver et faire grandir, pas que au sens du nombre, mais faire grandir aussi au sens de l'amour qu'il y a dans notre famille. D'accord. Et pour te suivre de loin, ce que je vois aussi, c'est une certaine découverte et acceptation de toi-même en fait. J'ai l'impression que tu arrives sur la partie pendant des années, comme tu t'expliquais avec le sport, à chercher à te découvrir, à t'explorer. J'ai l'impression que avec ce projet, il y a certaines terminaisons, tu t'acceptes toi-même sur ce que tu veux être, ce que tu veux faire, et comment le combiner justement avec ta famille aussi.
C'est ça. Certains diraient que c'est la crise de la quarantaine. Moi, je dirais juste que ça a toujours été en moi, mais que ça s'exprime maintenant. Et puis, je préfère vivre ma crise de la quarantaine comme ça. Je pense que c'est peut-être mieux aussi pour ma famille que comme certaines personnes que je connais qui se sont réveillées un matin en disant à leur femme ou à leur mari, bah écoute, ciao. C'est ça le risque je sais que tu en as parlé auparavant et d'autres personnes qui parlent, par exemple, du triathlon, on l'évoque assez fréquemment, le problème de mauvaise gestion entre les entraînements très poussés et peu de temps fourni à la famille, ce qui arrive généralement à des explosions. Donc, je trouve ça impressionnant. Moi, je sais qu'il y a une certaine admiration de mon côté pour toi de réussir à organiser, en fait, tout ton petit monde et que ça tienne ensemble. Attends, on en reparlera en 2022. J'espère que ça va tenir. Oui, ça va. Tu gères. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, voilà, je sais pas si tu veux peut-être, comme généralement tu fais avec tes invités, dire où est-ce qu'on peut te suivre, sur quel réseau, principalement en tout cas les principaux. Écoute, déjà il y a tous les réseaux qui sont liés à ce podcast, hein, donc sur le site vestiaire.org, Instagram, Facebook, Twitter, vous cherchez Vestiaire ou dans les vestiaires et puis vous trouverez toutes les informations. De toute façon, tous les liens sont sur le site. Pour écouter le podcast ou pour le partager, c'est assez simple, apple.vestiaire.org ou spotify.vestiaire.org ou google.vestiaire.org. Enfin, vous avez toutes les adresses qu'il vous faut pour pouvoir le partager, diffuser la bonne parole, aller mettre des notes sur toutes les plateformes de notation pour qu'on puisse être connu, reconnu, diffuser la bonne parole et puis surtout plus on sera connu et plus on pourra recevoir de grands noms du sport, de l'exploration, de l'aventure pour pouvoir leur donner la parole parce que en fait moi ce qui m'intéresse dans ce podcast c'est d'échanger avec vous, auditrices, auditeurs. Et puis après pour me retrouver moi, c'est assez facile, hein, Ermanno Di Micheli sur Google, vous devriez un peu tout avoir et mon site internet ermanno.fr qui devrait incessamment sous peu commencer à relater un petit peu, à documenter ce défi Agrippa. D'ailleurs, si vous cherchez bien, vous devriez déjà trouver la carte du tracé assez sommaire pour l'instant qu'on va encore affiner avec Paul. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Ermanno pour me donner les rênes de ton podcast et aussi en même temps t'interviewer. C'était vraiment une double tâche. Merci à toi Sylvain parce que je sais que la tâche est plutôt ardue et puis c'était un honneur de pouvoir te répondre, de pouvoir me livrer à vous, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que l'exercice vous aura plu et puis je te laisse le mot de la fin Sylvain. Normalement c'est le host, c'est l'hôte du podcast qui termine. Ok. Dans ce cas, je vous remercie à tous en tout cas d'écouter très attentivement ce podcast. Je vous laisse à vos vacations. Vous retrouvez la semaine prochaine Ermanno dans un autre épisode. Cette fois-ci, elle prendra les rênes définitivement de ce podcast. On verra quand est-ce qu'on aura l'occasion de refaire un point avec toi là-dessus. Et je terminerai juste sur cette petite phrase qu'on partage entre nous. Juste fais-le. Et salut à tous. Salut. Vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs!